Bonjour, je suis Maëlle, étudiante en Master 2 de sciences du langage et j'ai quelques petites questions à vous poser si vous voulez bien. Très bien, oui, volontiers. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Là, je m'appelle Tom Klingler, je suis professeur de français et de linguistique à l'Université de Tulane à la Nouvelle-Orléans. Et je suis là pour faire une conférence sur le créole et le français en Louisiane, la situation linguistique en Louisiane, francophone et créolophone. Voilà, D'accord. mes sujets de recherche. Quels sont les grands axes de vos recherches? Ah ben voilà, justement. Je travaille depuis plus de 30 ans sur d'abord le créole en Louisiane, j'ai commencé avec ça, et puis je me suis intéressé au français, parce qu'il y a un français régional qui est parlé en Louisiane aussi. Je m'intéresse au créole français en général, au français hors de France, mais mes publications portent principalement sur la Louisiane. D'accord. Quel sujet allez-vous aborder aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je vais parler de la complexité de la situation linguistique en Louisiane, concernant principalement le créole, le français, l'anglais également, le fait qu'il est difficile parfois de tracer une frontière nette entre le créole de Louisiane et le français de Louisiane. Ce français régional partage énormément de traits avec le créole. Et je vais poser la question de savoir quelles sont les implications de cette complexité, de ce flou dans les frontières entre les variétés langagières en présence. Quelles sont les conséquences, les implications pour des tentatives de faire une transcription automatisée de ces langues, parce que je suis là pour collaborer avec des gens dans le labo ici qui travaillent dans ce domaine. D'accord. Alors, question un peu plus longue. Votre travail sur le dictionnaire différentiel historique et étymologique du français de Louisiane vise à retracer les connexions transatlantiques du lexique. Pourriez-vous expliquer rapidement comment cette recherche met en lumière les intersections culturelles et linguistiques de la Louisiane avec l'Europe, l'Afrique et les Caraïbes? C'est une excellente question. Je vois que vous avez fait vos recherches. D'ailleurs, c'est très bien. Oui, ce dictionnaire touche à sa fin et on espère qu'il va sortir bientôt. J'y travaille depuis longtemps avec mes collègues Albert Waldman qui est à l'origine de ce projet, et Kevin Rotet. Et alors, il est très clair, nous le savions déjà, mais le travail sur le dictionnaire le confirme, que la Louisiane occupe une place particulière en francophonie, notamment dans la francophonie de l'Amérique du Nord, parce que c'est l'Amérique du Nord, mais c'est en même temps, en quelque sorte, le point septentrional des Antilles, de la Caraïbe. Et ça se voit dans le lexique de la langue, parce qu'une bonne partie du lexique du français de Louisiane est partagée avec les autres variétés de français en Amérique du Nord, l'acadien, le laurentien, le français québécois, le français du Missouri, parfois à l'exclusion du français de France, ou du moins du français de référence, du français standard, si l'on veut. Parfois en partage aussi avec ce français-là. Et en même temps, il y a une forte proportion de mots en français de Louisiane qui sont partagés avec les Antilles, notamment Haïti, parce qu'il y a eu des rapports historiques très forts entre Haïti et la Louisiane, l'ancienne colonie de Saint-Domingue, et donc partagés par le français de Louisiane et le créole d'Haïti, à l'exclusion des autres Français d'Amérique du Nord et éventuellement de la France. D'accord, très bonne réponse. Je peux vous donner un exemple pour les partages avec les Antilles, mais aussi avec l'Afrique, c'est le mot couche-couche. Alors le couche-couche est un plat louisianais qui est fait avec la farine de maïs. Et on fait frire la farine de maïs dans un peu de graisse, et parfois on le mange avec du lait sucré, avec du sirop, et parfois salé, ça dépend, parfois le matin, parfois le soir. Alors il se trouve que ce mot couche-couche vient de couscous. Et
il existe en Louisiane depuis le début du XVIIIe siècle, donc depuis très très tôt dans la colonie. Et il est assez clair que le mot et le plat ont été amenés en Louisiane par des esclaves africains qui connaissaient déjà ce plat. Probablement pas avec le maïs, mais avec la semoule, quelque sorte de semoule. Et voilà, puisqu'il y a beaucoup de maïs, il n'y a pas de blé en Louisiane, mais il y a beaucoup de maïs, ben voilà, on a remplacé les produits de blé avec le maïs. Et donc ça, c'est un exemple d'un rapport extrêmement étroit entre la Louisiane et les Antilles, mais éventuellement aussi avec l'Afrique. Alors qu'un mot comme, par exemple, amarré, je prononce à la louisianaise, amarré, qui est connu en français de France, mais qui a un sens restreint, dans un contexte maritime principalement, mais c'est le terme général pour attacher ou lier en Louisiane. Et c'est aussi un terme bien connu dans ses sens plus généraux dans les autres Français d'Amérique du Nord. Donc, deux petits exemples qui vous montrent comment l'étude du lexique de cette langue peut vraiment montrer ces relations historiques et culturelles entre les différentes parties du monde, les différents apports culturels et linguistiques du fait français et créole en Louisiane. C'est des exemples très intéressants. Enfin, dernière question. Dans votre étude sur le créole et le français de Louisiane, vous abordez la question de la documentation des variations dialectales. Quelle perspective avez-vous sur le rôle de ces langues dans le maintien de l'identité culturelle en Louisiane ? Alors là, c'est une excellente question. Je crois qu'on assiste actuellement à une génération de jeunes qui n'ont pas été élevés avec le français ni avec le créole, mais qui voient que ça existe, que ça a existé, et qui ont accès à des documents dans ces langues, sur Internet notamment, et qui veulent s'approprier ces langues, se réapproprier en quelque sorte ces éléments de ce qu'ils considèrent comme étant leur héritage culturel, mais qui ne leur ont pas été transmis par leurs parents ou leurs grands-parents qui ont cessé de parler ces langues. Et donc, je pense que pour le moment, ces personnes-là considèrent que le français ou le créole constituent des éléments vraiment importants dans leur identité et ils veulent renouer avec ça. Mais en même temps, il y a toute une génération qui n'a pas parlé ces langues. Il y a eu des études intéressantes faites, par exemple, sur le français qu'on appelle le français cadjan. Et les jeunes qui ne parlent pas cette langue, mais qui sont fortement attachés à leur identité cadjine. Et donc, pour eux, si on leur pose la question, est-ce qu'il est important de parler français cadjan pour être cadjan ? Ils vont dire non, parce qu'ils sont des Cajuns, ils sont fiers de l'être, ils ne parlent pas la langue, donc ils ne vont pas dire que c'est important pour leur identité. Alors que les générations d'avant eux qui parlent encore cette langue auront plus tendance à dire oui, c'est un élément important de l'identité. Pour être Cajun, il faut parler la langue cajine. Pas systématiquement, parce qu'eux aussi, ils savent qu'il y a beaucoup de gens qui ne parlent pas, mais qui se considèrent comme Cajuns. Mais c'est vrai que si on possède la langue, on a tendance à considérer que c'est un élément important de l'identité. Mais il est tout à fait clair qu'on peut, pour le bien ou pour le mieux ou pour le pire, on peut se passer de la langue tout en maintenant une identité. Ça ne veut pas dire que ça va être la même chose, mais on peut toujours se considérer comme Cajun, comme créole, sans parler créole, ça c'est certain. Donc, il est possible, il n'est pas essentiel de maintenir la langue pour que les gens s'identifient avec cette culture, mais il est intéressant de voir qu'il y a quand même des jeunes qui pensent que c'est important, et puisqu'ils ne parlent pas, ils ne l'ont pas parlé au foyer, en tant qu'adultes, ils vont se l'approprier. Eh bien, c'est tout pour moi. Merci beaucoup pour votre venue ici. Merci à vous, c'est un plaisir.